À la une, un champion hors norme, Roger Federer défoule les passions sportives mais aussi culturelles. Impossible de compter le nombre d'œuvres littéraires à son égard tant il fascine le monde artistique. Federer, un mythe contemporain, c'est le titre du livre de deux fans inconditionnels du champion de tennis. Avec nous pour en parler, Frédéric Valois, soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes enseignant en communication à Sciences Po Paris, directeur de la communication interne chez Vivendi. Charles Laroche, merci d'être avec nous également, enseignant en rhétorique à Sciences Po Paris. Ah tiens, Charles Laroche, qu'est-ce qui vous pousse, vous deux professeurs à Sciences Po, vous en rhétorique, à écrire un livre sur Federer ? C'est déjà l'œuvre d'une fascination commune, effectivement, qui nous est venue alors, pendant le confinement, où le sport était devenu un peu un refuge. Et en regardant notamment la finale de l'Open d'Australie 2017, je pense que ça va évoquer beaucoup de souvenirs à beaucoup de fans de Federer. On s'est posé la question d'où venait vraiment notre fascination à nous en tant que fans, mais aussi celle du public pour un joueur qui a un palmarès extraordinaire, mais surtout qui dépasse largement le cadre du tennis. Et c'est là où l'idée du mythe nous est apparu comme une évidence, et ça a été corroboré par des recherches, mais c'est quelque chose qui nous fascine. Donc c'est une œuvre, un essai vraiment amoureux. Un essai amoureux, et ce qui vous fascine au fond peut-être, et vous le dites, c'est que Roger Federer n'est pas un simple joueur, c'est pas un simple champion, c'est un créateur à sa manière. On voit cette photo, l'élégance qu'incarne ce joueur. Absolument. Ce qu'on aime avant tout, nous les fans de Roger Federer, c'est le voir sur un court, parce que effectivement c'est la grâce incarnée, c'est l'élégance, et effectivement il y a un certain nombre de passerelles qui peuvent être faites avec d'autres champs de la création artistique, la musique par exemple, la peinture, vous le comparez cinéma. à Michel-Ange pour sa virtuosité artistique. Oui, tout à fait, et on n'est pas là pour le coup, on n'est pas les seuls à l'avoir déjà souligné. C'est aussi pour ça que c'est plus qu'un joueur de tennis, c'est parce qu'il fascine bien au-delà de son propre sport. Et d'ailleurs, on constate qu'il y a beaucoup de personnalités du milieu artistique qui sont eux-mêmes fans de Federer. Ouais, l'élégance sur le court, l'élégance dans la vie, un tennis technique élégant, le calme aussi. Alors, vous parliez du cinéma, comparaison avec le film Le Bon, la Brute et le Truand, 1966, pour évoquer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pourquoi cette comparaison vous paraît-elle pertinente ? C'est parce que c'est une comparaison de fiction. Et en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est finalement la construction que nous avons en tant que fans vis-à-vis de Nadal, de Federer et de Djokovic. C'est des codes qui nous sont venus de la fiction et qui nous s'imposent à nous. En fait, quand on a vu un trio, on s'est dit automatiquement qu'il fallait un gentil, qu'il fallait un méchant et qu'il fallait un combatif. Et nous, on essaie de déconstruire ça, de comprendre ce qui se passe. Donc, Djokovic, c'est sans doute le mal-aimé parmi les trois, même si c'est un champion extraordinaire. Je pense qu'il faudrait être de très mauvaise foi pour dénier les qualités sportives du personnage. Et Nadal, si vous voulez, on en a voulu en faire le combatif, notamment en 2008 avec Wimbledon, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait le terrien contre l'aérien, alors qu'en réalité, quand on regarde dans le détail, c'est des joueurs qui ont la même taille, qui font le même poids, qui sont aussi bons sur les deux surfaces, terre battue, gazon l'un que l'autre. Et c'est de voir, en fait, si vous voulez, ce jeu ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a nous, en tant que fans, il y a les joueurs, et il y a ce qu'on projette. Et c'est l'idée du mythe qui est vraiment fondateur. Oui. Il faut un gentil, il faut un méchant au cinéma. Alors, le parallèle aussi entre Matisse et Picasso. Allez, on s'offre une dernière comparaison. Matisse-Picasso, qui serait Nadal et Federer, leur amitié, dites-vous, est vue comme une bataille sans guerre de religion. Un essai amoureux, ce qui n'empêche pas, messieurs, de parler de sa stratégie de communication. Quelle est-elle, au juste ? Stratégie de communication, déjà, est extrêmement pensée. Je pense qu'il faut pour le coup bien avoir en tête que tout ça est réfléchi. Il a une communication qui est très léchée finalement à l'image de son jeu. Il est aussi à l'aise sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels. Et en même temps, il n'en fait pas un usage immodéré. Alors bien sûr, il est soumis à un certain nombre d'obligations médiatiques dans le cadre de ces tournois. Mais par exemple, si on prend l'exemple de ses réseaux sociaux, il a une communication qui est finalement assez mesurée. Ouais. Il peut lui arriver de ne pas communiquer pendant plusieurs semaines. Et je pense que ça aussi, c'est une certaine stratégie de création de désir. Quand on ne sait pas certaines choses sur quelqu'un, on en est d'autant plus curieux. Et donc, je pense qu'il joue aussi sur ces codes-là. Sur sa vie privée, peut-être un mot sur ce que lui apporte son épouse, Miroslava Mirka. Alors, c'est vrai que c'est l'une des clés, non seulement de la longévité de Roger Federer, mais aussi sur son jeu, sur l'envie. Je pense qu'il y a une chose fondamentale chez Federer, c'est le jeu, c'est l'envie de jouer comme auteur. Et Mirka était là à certains moments, par exemple à la finale de Wimbledon 2018, lorsqu'il y a une interruption par la pluie et que Nadal mène de 7-0, c'est Mirka qui vient voir Federer pour le secouer, mais dans une scène presque cinématographique à la Rocky, où il lui dit « Tu es Roger Federer », il revient, alors certes il perd le match, mais il revient 2-7 partout et fait un 5e set extraordinaire. Et je pense que ce soit sur son jeu, sur son image, sur son tempérament aussi, elle a été d'une aide providentielle. 20 grands chelems pour Roger Federer, 20 pour Rafael Nadal, 18 pour Novak Djokovic. Il veut rester dans l'histoire comme le meilleur. Ce record va peut-être tomber. Il va avoir 40 ans le 8 août, Roger Federer, 8 août prochain. Comment expliquez-vous cette longévité en quelques mots ?
Il a très vite intégré le facteur temps dans sa préparation physique, notamment. Il a un entraîneur physique, Pierre Paganini, avec qui il travaille depuis plus de 20 ans, qui a construit une machine pour durer. Et c'est vrai, quand on regarde les 20 dernières années de sa carrière, on se rend compte qu'il a été très très peu blessé, très peu d'abandon. Le premier grand chelem qu'il ne fait plus, c'est en 2016. Et il a donc presque 36 ans. Il avait fait donc presque 15 années de grand chelem consécutivement. Donc c'est quelqu'un aussi, bien sûr, qui planifie, qui organise son temps. Et bien sûr, l'âge avançant, il est obligé de faire aussi des choix. Mais c'est évidemment quelque chose qui a été pensé dès le départ et qui explique cette longévité exceptionnelle. Merci beaucoup, Charles Laroche et Frédéric Valois. J'ai pas dit l'édition, c'est chez Solar Édition. Federer, un mythe contemporain. L'actualité économique avec Patrice Ferrus.